Merci beaucoup et bonsoir. Donc je vais essayer de vous parler de pourquoi nous vieillissons. Et en français, le terme pourquoi est ambigu par rapport au mode de questionnement qui existe dans d'autres langues, parce qu'il peut signifier pourquoi, dans quel but ou pour quelle raison. Et donc il y a toujours implicitement, quand on pose la question pourquoi, l'idée qu'il pourrait y avoir un projet, une finalité dans le phénomène qu'on est en train d'explorer. Alors le vieillissement pose la question de nos relations avec la mort et des relations de manière beaucoup plus générale entre la vie et la mort. Et c'est une question, une interrogation qui sous des formes très diverses hante l'humanité sans doute depuis son origine, soit sous la forme du concept scientifiquement flou d'immortalité, puisque l'immortalité parle du futur et qu'on ne peut avoir d'idée de longévité que rétrospective, sous forme de jeunesse, sous forme de prolongation de la jeunesse et sous forme de mort. Donc derrière le vieillissement, il y a l'idée de la perte de la jeunesse et il y a l'idée de la possibilité de fin de vie. Et ces deux idées se mélangent et vous verrez comment en biologie elles se mélangent. Alors les mythes et les religions ont des explications aux raisons pour lesquelles nous mourrons et nous vieillissons. Et en général, elles font appel à des problèmes de responsabilité morale, l'expulsion du jardin d'Éden, et à des idées de transgression, Faust qui vend son âme au diable pour continuer à pouvoir vivre et être jeune. Et donc, en fait, ces explications, ces raisons ont une histoire, racontent une histoire, mais avec une dimension, là encore, de responsabilité de transgression. La biologie aussi déroule et essaye d'interroger une histoire, mais cette histoire se passe en dehors de toute intention et de tout projet et de toute finalité. Et vous savez que là, sans doute l'une des plus grandes découvertes depuis les 150 dernières années dans le domaine scientifique en général a été l'idée que l'ensemble de l'univers et nous-mêmes et l'ensemble du monde vivant sont apparus par des interactions aléatoires entre les composants de la matière, fruit de certaines contraintes, de relations de causalité, et fruit de contingences et donc d'histoires particulières. Et donc ce pari qu'a fait la science d'expliquer l'univers et la vie en dehors de toute idée de finalité et de projet s'est révélé pour l'instant d'un très grand pouvoir explicatif. Alors l'idée, l'histoire de l'évolution, l'idée que la vie a une histoire, que l'univers a une histoire, est une idée ancienne. Depuis les présocratiques jusqu'à Lucrèce, cette idée que le monde se construit et que la vie se construit, autrement dit qu'il y a une évolution, un début et puis émergence de la complexité, est une idée très ancienne. Le problème qui s'est posé jusqu'il y a 150 ans est le problème d'expliquer, non pas le fait qu'il y ait évolution, mais qu'il y ait adaptation apparente, de manière extraordinaire, des êtres vivants à leur environnement. Que les yeux permettent de voir, que les ailes permettent de voler, etc. Et l'explication de l'adaptation, depuis Aristote, ne se concevait que dans l'idée d'une intention, d'une finalité et d'un projet, qui était repris ensuite dans les religions monothéistes par l'idée d'un créateur qui s'occupe d'adapter chaque créature à son environnement particulier. Et donc l'idée d'évolution se confrontait à cette absence de capacité d'expliquer par la construction aléatoire l'adaptation. Et comme vous le savez, la révolution darwinienne a été non pas tant de montrer ou de supposer qu'il y avait une évolution de la vie, mais d'expliquer l'adaptation dans le cadre de l'évolution, en postulant de manière extrêmement simple, si on schématise les choses, que les petites variations que l'humanité connaissait dans les enfants par rapport aux parents à chaque génération, et qui semblaient en fait confirmer l'inamobilité, la permanence des espèces, puisque ces variations étaient très minimes dans le cadre d'espèces qui avaient l'air de ne pas changer, étaient la source de la variation qui petit à petit pouvait provoquer l'émergence d'espèces nouvelles. La deuxième idée était que, à partir du moment où des individus différents surgissaient par hasard, ils étaient par hasard bien ou mal adaptés en ce qui concernait leur survie et leur reproduction à l'environnement changeant dans lequel ils naissaient, et que la mort
des individus qui par hasard étaient incapables de survivre et de se reproduire, qui a reçu le nom de sélection naturelle, était en fait ce qui rétrospectivement faisait que les survivants étaient de plus en plus adaptés à leur environnement, tant que cet environnement ne se modifiait pas de manière considérable. Et donc, si vous voulez, l'adaptation qui ne pouvait être vue que comme le résultat d'un projet est devenue comme le résultat rétrospectif d'un processus en dehors de toute finalité. Un mot, peut-être une notion en ce qui concerne l'évolution, ce qu'on appelle un succès évolutif ne concerne pas une qualité particulière d'un être vivant. Cela signifie simplement que cet individu a été capable, les individus qui appartiennent à une espèce, de vivre et de se reproduire suffisamment pour persister pendant longtemps. En d'autres termes, un individu extraordinaire, Mozart, Einstein, Shakespeare, qui serait stérile, serait considéré, en utilisant la grille de lecture de l'évolution, comme un échec évolutif. Donc il faut bien comprendre qu'il n'y a pas, quand on utilise la grille de lecture de l'évolution, on utilise une grille de lecture qui considère comme un succès la propagation des générations et non pas une qualité intrinsèque. D'autre part, quand on parle d'adaptation et de qualité adaptative, on ne parle pas là encore de qualité intrinsèque. Vous savez que l'évolution explique pourquoi les oiseaux ont la chance extraordinaire d'avoir des ailes qui sont très adaptées à leur comportement et pourquoi les souris ont la chance extraordinaire de ne pas avoir d'ailes, mais d'avoir des pattes qui sont adaptées à leur environnement. Donc, quand on parle là encore de succès adaptatif, il s'agit de propriétés qui permettent pendant un temps à des individus de vivre dans un environnement donné, mais une adaptation n'est pas intrinsèquement, qualitativement supérieure ou inférieure à une autre. Alors, un autre point, quand on parle de vieillissement et de mort, qu'il est important d'évoquer, c'est que la vie présente un paradoxe. C'est que depuis 4 milliards d'années, 3 à 4 milliards d'années, c'est-à-dire l'époque où on pense qu'elle est apparue, la vie ne s'est jamais interrompue sur Terre. Et donc, la vie n'est jamais en tant que telle morte. Et d'un autre côté, nous savons que ce déroulement continu de la vie s'est produit au milieu, accompagné d'une infinité de mort de certaines de ces incarnations du vivant. Et donc, si vous voulez, la vie apparaît à la fois comme un mélange de continuité, il n'y a jamais eu disparition de la propagation du vivant, et comme un mélange de discontinuité incessante, des formes vivantes meurent. Et lorsque nous pensons à la différence entre ceux qui meurent dans ces généalogies et ceux qui survivent, nous avons à la fois un regard objectif, mais je crois un regard assez subjectif, qui fait référence de manière anthropomorphique à nous-mêmes. Je m'explique. En ce qui concerne la vie humaine, nous pensons que la conscience est une caractéristique essentielle de la vie, au point que, actuellement, la cessation des activités cérébrales définit la mort humaine, même si le corps continue à vivre. Mais lorsque nous considérons un arbre ou une fleur à laquelle nous ne prêtons strictement aucune conscience, qu'est-ce qui nous permet avec certitude de dire que la partie de la fleur qui est en train de donner une fleur nouvelle est radicalement différente de la partie de la fleur qui est en train de s'éteindre, si ce n'est d'une certaine façon d'attribuer à cet individu une cohérence que nous transposons au niveau humain au fait d'avoir une vie intérieure et une conscience. Alors, la reproduction sexuée, comme je le disais tout à l'heure, est source de variation, et donc on peut distinguer, encore que c'est une continuité, l'enfant, la graine du parent, par le fait qu'elle est génétiquement différente. Mais même lorsqu'il s'agit de plantes ou d'animaux qui se reproduisent par clonage, c'est-à-dire où la reproduction donne des individus génétiquement identiques, nous avons, et auxquels nous n'attribuons pas de conscience, nous avons quand même tendance à séparer ce qui constitue l'individu dont nous disons qu'il va mourir et ce qui constitue la descendance dont nous disons qu'elle représente un autre individu. Donc ce que je voulais juste souligner, c'est que si on essaye de se placer dans une perspective d'évolution, le vieillissement et la mort des individus doit être pris dans ce contexte général qui est relativement flou. Ronsard, parlant de la vie et de la mort dans son hymne de la mort, disait « Et la forme se change en une autre nouvelle, et ce changement-là, vivre au monde s'appelle, et mourir quand la forme en une autre s'en va ».
Et il n'est pas toujours évident de savoir quand une forme est en train de se changer en une autre nouvelle ou d'aller dans une autre forme. Donc ces distinctions qui sont très stringentes sont d'autant moins stringentes que lorsque l'on regarde la généalogie de la vie depuis 4 milliards d'années, cette généalogie ne se passe pas sous forme de corps et d'individus, mais sous forme de cellules. Autrement dit, depuis les premières bactéries jusqu'aux premiers organismes eucaryotes, comme les levures, jusqu'aux premières plantes multicellulaires, jusqu'aux animaux et jusqu'à nous, c'est en fait de généalogie cellulaire qu'il s'agit, même si, aux étapes intermédiaires, se construisent à partir de cette cellule unique, ou de cette cellule née d'une fécondation de deux cellules, des corps complexes formés de dizaines de milliers de milliards de cellules. Mais la persistance de la vie est une persistance cellulaire. Un point encore, une des idées concernant le vieillissement, habituellement, est l'idée d'une usure, un peu comme l'usure d'une falaise ou l'usure d'une machine. Les corps sont construits de telle manière qu'au bout d'un certain temps, ils ne peuvent que se dégrader. Alors cette vision est en porte-à-faux avec ce que nous connaissons du vivant, c'est-à-dire que les organismes vivants se déconstruisent et se reconstruisent, et que donc s'il y a phénomène d'usure, c'est dans le cadre de ce renouvellement permanent qu'il peut être compris, et non pas comme l'usure d'un objet ou d'une machine qui n'a pas de capacité à se réparer lui-même. C'est un peu, pour les organismes vivants, comme Pénélope qui détisse la nuit le linceul de Laërte qu'elle tisse le jour, sauf que les organismes vivants, lorsqu'ils se reconstruisent, se modifient en permanence et qu'on considère aujourd'hui la vie comme un développement partant d'une cellule à un embryon, puis un fœtus, puis un nouveau-né, puis un enfant, puis un adolescent, un adulte, quelqu'un qui vieillit et quelqu'un qui disparaît. Donc il y a reconstruction et changement, et le vieillissement s'inscrit dans ces changements et ces reconstructions permanentes. Le dernier point est qu'il y a 150 ans, avec la théorie de l'évolution, la mort prend un rôle extrêmement important dans l'émergence de la diversité et la complexité du vivant. Charles Darwin conclut son livre de l'origine des espèces en disant « Ainsi, des guerres de la nature, des famines et de la mort ont émergé les réalisations les plus spectaculaires de la vie. Il y a de la grandeur dans cette vision de la vie qui, à partir d'un début si simple, a donné naissance à la diversité sans fin des formes les plus belles et les plus merveilleuses. » Cette mort est vue comme une mort qui vient de l'extérieur. C'est la faucheuse. C'est celle qui fait disparaître ceux qui, par hasard, ne trouvent pas leur subsistance ou n'arrivent pas à se reproduire dans un environnement et permet aux autres de se reproduire. Depuis une quinzaine d'années, dans différents domaines de la biologie, est apparue l'idée d'une mort dont certains des déterminants sont internes. Ça a donné, en ce qui concerne la vie et la mort cellulaire, le concept de mort cellulaire programmée, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des gènes qui donnent la capacité à nos cellules de mourir de manière prématurée, de s'autodétruire. Et ça a donné, en ce qui concerne la compréhension du vieillissement, l'idée que, en partie, les mécanismes qui font que nous vieillissons et nous mourrons ne sont pas simplement des dégâts infligés par l'extérieur, mais aussi tiennent à la manière dont nous sommes construits et dont nous fonctionnons. Georges-Louis Borges disait « Le temps est un tigre qui me dévore, mais je suis le tigre, ou je suis le temps ». Et ça traduit bien le fait que les êtres vivants, ou en tout cas l'idée que les êtres vivants sont à la fois les objets et les acteurs de leur modification au cours du temps, c'est-à-dire de leur vieillissement. Je vais essayer d'aborder de manière un peu simple les théories modernes du vieillissement. Alors, la première chose qui a frappé tout le monde et qui a frappé y compris les biologistes de l'ère moderne, c'est l'extraordinaire diversité des durées de vie, des longévités, des modalités de vieillissement rapide ou lent, suivant les espèces vivantes. Et puis c'est le fait que, par exemple, des animaux qui semblent assez proches en ce qui concerne leur taille, leur capacité métabolique, leur utilisation de l'énergie, ont des durées de vie très différentes. À titre d'exemple, et on pourrait les multiplier, une souris vit
2 ans. Hein, la longévité maximale d'une souris, c'est 2 ans. La longévité maximale d'une chauve-souris, c'est 25 ans, etc. Et donc, il y a une espèce de discordance. Et une des questions, c'est est-ce que ces discordances, encore une fois, dépendent strictement et simplement de la manière dont ces corps sont construits. Et donc, au fond, suivant leur modalité de construction, chaque corps va commencer à vieillir d'une manière différente et à un âge différent. Ou est-ce qu'il est possible qu'il y ait des mécanismes, et en particulier des mécanismes génétiques, qui vont gouverner ces phénomènes, et vont-ils être privés, c'est-à-dire particuliers à chaque espèce, ou est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait des mécanismes communs? Alors la première théorie qui apparaît juste après l'origine des espèces et qui joue un rôle extrêmement important d'August Weismann à la fin du XIXe siècle, c'est la théorie de séparation, l'idée qu'il y a 2 populations cellulaires distinctes dans nos corps, les cellules somatiques du corps et les cellules germinales, les spermatozoïdes et les ovules, auxquels il attribue une immortalité puisqu'ils vont construire les générations futures, alors que les cellules du corps, elles, vont vieillir et disparaître et entraîner la disparition du corps. August Weismann, ce qui est fréquent quand on fait des sauts de niveau, voit un peu le même type de relation entre les individus et l'espèce au niveau d'une espèce. Et donc il propose une explication du vieillissement qui n'est pas très loin d'une explication qui intègre une idée de projet ou de finalité, qui est au fond qu'un individu qui s'use dans une espèce est non seulement sans utilité à l'espèce, si le concept d'utilité de l'espèce a un sens, mais il en a un pour lui, mais il est en plus nocif, parce qu'en fait, il entre en compétition pour des ressources avec des individus qui sont plus jeunes et plus adaptés. Et donc l'idée, c'est que d'une certaine façon, la sélection naturelle a fait apparaître le vieillissement comme une solution au problème de l'adaptation des espèces. Le premier qui a remis de manière très claire en cause ce type d'explication est Peter Medawar au début des années 50 dans un article au titre évocateur qui est un problème non résolu en biologie. C'est-à-dire qu'en 1950, Peter Medawar, qui est un des grands biologistes de son époque, considère que le vieillissement est un des problèmes non résolus majeurs de la biologie parce qu'il pose des problèmes en termes d'évolution et de sélection naturelle qui semblent difficiles à résoudre. Et l'explication qu'il avance est d'une part que le modèle de Weismann, mais des modèles similaires avaient été développés par Schopenhauer, etc., cette idée en fait que l'espèce, la nature pourvoit au bien des espèces et des individus qui les composent, que cette idée est circulaire, que c'est un cercle vicieux, parce que si certains individus sont usés et stériles, c'est justement parce qu'ils vieillissent. Et donc, s'ils ne vieillissaient pas, il n'y aurait pas besoin que la nature élimine des individus vieillis. Donc, c'est une espèce de cercle vicieux où on cherche une explication au phénomène qui lui-même demande une explication. Et ce que Peter Medawar propose, c'est que, tout simplement, le vieillissement est un échec, un à côté de la sélection naturelle, et que donc il n'a pas évolué parce que les modalités de vieillissement représentaient un avantage ou un désavantage adaptatif, mais simplement, en fait, la sélection naturelle et donc la propagation des individus reposent sur leur capacité à vivre et à se reproduire. Et si le vieillissement survient après que la reproduction ait donné un nombre minimum de descendants, eh bien c'est indifférent à la propagation de ces descendants. Et donc l'idée, c'est qu'il n'y a pas besoin d'explication du vieillissement dans le cadre de l'évolution du vivant et de ses propriétés. Le vieillissement, c'est justement des phénomènes qui ne nécessitent pas d'explication à condition qu'ils surviennent après la reproduction. Et donc son idée, c'est qu'un certain nombre de mutations génétiques vont s'accumuler et se transmettre dans toutes les espèces, et qu'à condition qu'elles n'entraînent pas de dommages avant l'âge de la reproduction, eh bien, rien ne va les empêcher de se propager et d'être transmis à des descendants. La seule restriction est que, évidemment, ces gènes, ces mécanismes ne seront transmis que s'ils se déclenchent tard, relativement tard, par rapport à la reproduction. Donc c'est l'idée en fait d'une accumulation de mutations délétères
à condition qu'elles ne surviennent pas trop tôt, parce que si elles s'expriment trop tôt, à ce moment, il n'y aura pas de descendants. Hamilton, quelques années plus tard, un autre biologiste anglais, propose une idée un peu plus compliquée, qui est que la raison pour laquelle beaucoup de ces mutations délétères commencent à n'agir qu'après l'âge de la reproduction, c'est que d'autres gènes, d'autres mécanismes contrebalancent leur effet et retardent leur effet. Et donc, si vous voulez, dans la vision de Hamilton, les gènes délétères qui vont favoriser le vieillissement dont parle Medawar sont l'équivalent d'exécuteurs. Ils vont favoriser le vieillissement et la mort. Et la raison pour laquelle ils se manifestent souvent tard, après la reproduction, c'est qu'il y a d'autres gènes protecteurs qui les empêchent pendant la jeunesse d'agir. Et donc on a quelque chose de plus compliqué, des protecteurs qui retardent le vieillissement et des exécuteurs qui, au bout d'un certain temps, finissent par précipiter le vieillissement et la mort. La théorie la plus originale arrive à la fin des années 50, donc vous voyez que ça commence en 51 pour ces trois théories et ça termine en 57, donc les années 50 sont une période de réflexion féconde dans ce domaine, et élaborée par George Williams, s'appelle peu importe la théorie pléiotropique, et elle est très intéressante parce que ce que Williams propose, c'est que cet effet protecteur ou exécuteur pourrait ne pas être dû à une dualité de gènes et de mécanismes, mais s'adresser à des mêmes gènes et des mêmes mécanismes ayant des effets différents au cours du temps. Son idée, c'est que si un gène favorise dans un corps le développement embryonnaire, la croissance et la reproduction, et qu'il a par hasard un effet qui va accélérer le vieillissement une fois que la reproduction est finie, eh bien il se transmettra tout simplement parce qu'il favorise la transmission. Et donc l'exemple qu'il donne, qui est totalement théorique à l'époque, c'est un gène qui favoriserait la formation des os chez l'enfant et qui plus tard aurait tendance à accumuler des calcifications dans les artères. Donc ça serait le même gène qui est bon et qui est mauvais en fonction du temps. Alors ça veut dire que la question à ce moment qui est posée, c'est est-ce que c'est plus des mutations comme dans la théorie de Medawar, extraordinairement nombreuses, aléatoires, hétérogènes qui vont s'accumuler dans chaque espèce, c'est un certain nombre, l'idée de gènes importants pour le développement et la croissance et la reproduction, qui auront des effets néfastes plus tard. Est-ce que ce sont les mêmes gènes dans différentes espèces, autrement dit des gènes dont le rôle est important dans la construction des corps et leur reproduction, ou est-ce que chaque espèce a en gros ces gènes favorables quand on est jeune, qui deviennent pour certains défavorables quand on est vieux? Alors cette question a pris une dimension dans la biologie moderne beaucoup plus récemment, beaucoup plus importante, quand la conservation d'un certain nombre de mécanismes de base de construction des corps est apparue, comme par exemple le fait que les différents plans de corps, des différents plans de développement embryonnaire chez la plupart des animaux, qu'il s'agisse des insectes, des vers, des mammifères, des oiseaux ou des poissons, étaient régulés par des gènes qui appartiennent à une même famille, qui sont les gènes homéoboîtes. Donc, même question, est-ce que ces gènes à effet double antagoniste pourraient faire partie de gènes qui sont partagés, qui ont été transmis au cours de l'évolution? Alors, une autre idée qui accompagne ce modèle, c'est l'idée qu'il y a un conflit entre développement, reproduction et réparation. Et qu'au fond, une partie des ressources qui vont être avantageuses dans la construction d'un corps et dans sa capacité à faire naître un corps nouveau peuvent être désavantageuses pour la durée de vie de l'individu, mais qu'il y a un compromis, un équilibre qui va se faire entre les deux, avec l'idée sous-jacente que ça se fera pour les espèces qui se sont propagées depuis longtemps, au bénéfice du développement et de la reproduction, même quand ça retarde, quand ça empêche une longévité importante. L'autre idée, qui est plus récente, c'est que l'environnement extérieur compte. En d'autres termes, si des animaux ou des plantes vont mourir très tôt après que la reproduction ait donné des descendants, parce qu'il y a des prédateurs, parce que l'environnement est difficile, parce qu'il n'y a pas assez de nourriture, parce qu'il fait trop froid, à ce moment, même s'ils possèdent des gènes
qui sont capables de prolonger leur vie plus longtemps, eh bien ces gènes ne se manifesteront jamais puisque ces animaux seront morts, en gros, pour dire des choses arbitraires, 1 mois après avoir fait leur 5e enfant. Et donc, la transmission de tout ce qui permet de faire ces 5 enfants, voire d'en faire plus dans le même temps, sera favorisée dans les descendants, mais la transmission de ce qui pourrait permettre de faire 5 enfants et de vivre plus longtemps ne sera pas favorisée au cours de la reproduction. Donc l'idée aussi, c'est que l'environnement extérieur joue un rôle important dans la sculpture des modalités de transmission, des mécanismes qui vont favoriser le vieillissement. Alors, la question que je vais aborder maintenant est celle de savoir, comme je vous le disais tout à l'heure, si ces mécanismes font appel à des gènes complètement différents dans des espèces différentes, ou s'ils font appel à des gènes qui sont relativement conservés dans différentes espèces au cours de l'évolution. Juste avant d'aborder cette question des gènes, un rappel sur le fait que les gènes ne sont que des composants qu'utilisent les cellules et les corps dans un environnement donné, et que l'environnement joue un rôle aussi important que la constitution interne, ce qu'on oublie souvent. Un exemple que tout le monde connaît, mais qui est longtemps resté comme une exception dans le domaine, considéré comme une exception dans le domaine de l'évolution, c'est celui des insectes sociaux. Chez les insectes sociaux, comme les abeilles, les termites, les fourmis, vous avez à partir d'un même œuf, c'est-à-dire avec un individu qui a exactement les mêmes gènes, vous avez, en fonction de l'environnement extérieur dans lequel la larve sera plongée au moment où elle se développe, la façon dont elle sera nourrie par les ouvrières, la nature des phéromones qui seront émises par la reine, ça varie suivant les espèces, vous aurez développement, par exemple chez l'abeille, soit d'une ouvrière qui va être stérile, qui va vivre 2 mois et qui va mourir de vieillesse au bout de 2 mois, ou d'une reine qui va être extraordinairement féconde et qui peut vivre plus de 10 ans. Donc, avec exactement les mêmes gènes, suivant l'environnement dans lequel cet œuf et cette larve sont plongés, les modalités d'utilisation de ces gènes par les cellules et les corps vont changer en fonction de l'environnement, et vous allez avoir des capacités fondamentalement différentes, y compris en ce qui concerne le vieillissement et la longévité, puisque la différence de durée de vie maximale entre une ouvrière chez l'abeille et la reine est de l'ordre d'un facteur 60, c'est-à-dire c'est comme si vous aviez dans l'espèce humaine des personnes qui vivaient 100 ans et d'autres qui vivaient 6000 ans, ce qui est un éventail assez important. Donc l'environnement est essentiel. L'individu est à la fois le lieu d'interaction et la cause de du dialogue qui va se lier entre ce qui le constitue et l'environnement dans lequel il est plongé. Alors la première mise en évidence que l'environnement comptait dans la longévité et dans le déclenchement du vieillissement date des années 1930. Pendant une 50aine ou 60aine d'années, c'est resté comme quelque chose d'un peu à part, particulier. Ce sont des expériences qui avaient été faites chez les rats et qui montraient que la restriction calorique, c'est-à-dire le fait non pas de mal nourrir, mais de sous-nourrir, c'est-à-dire de diminuer en général de 30 à 40% la quantité de nourriture qui est disponible par rapport à celle que l'animal mangerait spontanément s'il pouvait manger tout ce qu'il voulait, prolonge d'environ 50% la durée de vie de cet animal. Alors ce qui est intéressant quand on parle cette fois de longévité et de vieillissement, c'est que ce qui est prolongé, ça n'est pas la durée de la vieillesse, c'est le moment du déclenchement du vieillissement. Donc ces rats qui vivent 50% de temps plus, à l'échelle humaine, ça serait 150 ans, ou pour la longévité maximale, 200 ans, ça veut dire qu'ils commencent à être vieux au moment 50% de temps après que leurs congénères l'aient été. Et donc, en fait, il s'agit de prolongation de la jeunesse et non pas seulement de prolongation de la durée de vie. Et c'est une notion importante parce que souvent, quand on parle de recherche ou de médecine visant à prolonger la vie, l'idée intuitive est que prolonger la vie sera la prolongation de la vie dans l'état forcément le moins souhaitable d'un point de vue physiologique dans lequel on pourrait se trouver. Or, ce que montrent ces expériences extrêmement simples, c'est que prolonger la vie
peut se faire en prolongeant la jeunesse, c'est-à-dire en retardant le déclenchement du vieillissement. Ces expériences de restriction calorique, donc de changement d'interaction entre l'individu et son environnement, donnent les mêmes résultats dans des espèces séparées par des ancêtres qui ont divergé d'ancêtres communs depuis 700 à 800 millions d'années, c'est-à-dire dans des petits vers transparents, Caenorhabditis elegans, qui vivent habituellement 2 semaines et qui du coup vivent 3 semaines. Chez les mouches du vinaigre, qui vivent habituellement 2 mois et qui du coup vivent 3 mois. Et chez la souris, qui vit normalement 2 ans et qui vit 3 ans. Et des expériences sont en cours chez les primates, mais la durée de vie des primates étant plus longue, les résultats ne sont pas encore apparus, pour voir si, chez les primates, les mêmes résultats sont obtenus. Donc, à travers une distance évolutive de 700 à 800 millions d'années, je vous rappelle que les animaux multicellulaires sont apparus il y a à peu près 800 millions à 1 milliard d'années, on trouve qu'une modification identique de l'environnement aboutit à la même chose, et dans tous les cas, c'est le retard du vieillissement et pas simplement la prolongation de la vie. Alors chez la souris et le rat, la restriction calorique provoque une diminution de la fécondité, ce qui remet à l'idée cette idée d'un compromis, d'un conflit entre reproduction et durée de vie, capacité du corps à se réparer. Et puis, elles sont de plus petite taille. Et donc, c'est un peu comme si la flamme de la bougie brûlait un peu moins et que la bougie, en fait, fondait un peu moins. Alors, il y a d'autres expériences qui montrent que ces 2 événements ne sont pas forcément corrélés, qu'en gros, la flamme d'une bougie peut brûler aussi longtemps, bien que la bougie dure plus longtemps. Et ce sont des expériences qui datent maintenant d'il y a 12 ans, donc ces choses sont très récentes. La première expérience claire a été réalisée en 1993, dans différentes espèces animales, les mêmes, Caenorhabditis elegans, un petit ver, la mouche du vinaigre et la souris, et qui montrent que la modification d'un seul gène, soit le fait de l'enlever, soit le fait d'en rajouter un, soit le fait simplement qu'il soit modifié, muté, et que donc la protéine qu'il permet aux cellules de fabriquer et des effets en général un peu moins forts, permet de modifier la vie, soit de la doubler, soit en général, dans la plupart des espèces, de l'augmenter de 30% à 50%, avec, encore une fois, comme effet de retarder la date du vieillissement et donc de prolonger la jeunesse, et dans certaines de ces circonstances, de prolonger la jeunesse sans altérer la fécondité. Ce qui veut dire que s'il y a une relation, et s'il y a eu une relation au cours de l'évolution entre capacité à se reproduire et longévité, cette relation ne fait pas appel à des mécanismes qui sont forcément couplés. Alors, il y a plusieurs façons de faire ces expériences, et l'une, c'est de regarder si l'absence d'un gène ou une mutation qui atténue l'effet de la protéine de l'outil qui permet de fabriquer va accélérer le vieillissement, c'est-à-dire en fait va le rendre plus précoce. L'idée étant que si la perte de fonction d'un gène accélère le vieillissement, c'est que ce gène permet au corps de fabriquer un protecteur qui le retarde. Alors malheureusement, il y a chez l'homme des mutations génétiques de ce type qui entraînent ce qu'on appelle des progéries, c'est-à-dire des maladies dans lesquelles les personnes deviennent vieux très jeunes et meurent de vieillesse ou des maladies qui accompagnent la vieillesse relativement jeunes. Dans la progérie de Werner, c'est vers l'âge de 45 ans. Dans la progérie de Chinson-Gilford, c'est l'âge de 12 ou 15 ans. Donc ce sont des maladies dans lesquelles l'accélération du vieillissement est absolument dramatique. Il y a des modèles qui ont été faits de ces maladies qui surviennent spontanément chez la souris et dans lesquels les mêmes conséquences apparaissent. Alors, que touchent ces gènes? À quoi ils ont trait? L'un a trait à la réparation et à la réplication de l'ADN, donc des gènes, d'où l'idée que le maintien de l'intégrité des gènes, c'est-à-dire la qualité des mécanismes de réparation pendant toute la vie, joue un rôle dans la diminution de la dérive qui fait que les cellules deviennent progressivement différentes à cause de mutations somatiques qui vont s'accumuler et qu'elles ont un comportement en fait qui va être de moins en moins collectif puisque ces cellules vont dériver.
Donc c'est une première idée. La deuxième expérience qui donne des résultats chez la souris semblables a été faite parce qu'il y a une théorie qui suggère que ces anomalies de l'ADN, ces changements, ces mutations, pourraient toucher les mitochondries. Et vous savez que chacune de nos cellules contient des petites cellules dont l'origine est bactérienne, venant d'une symbiose qui a eu lieu il y a très très longtemps. Et ces mitochondries sont les petites cellules qui permettent d'utiliser l'oxygène, de respirer et de fabriquer l'énergie, l'essentiel de l'énergie que nous utilisons sous forme d'ATP. Cette production de cette respiration produit des dérivés qui sont potentiellement toxiques, comme l'eau oxygénée. Et si des enzymes ne sont pas présentes qui vont neutraliser cette eau oxygénée, eh bien, les protéines, les acides gras, etc., risquent d'être modifiés, la cellule risque de s'altérer. Et donc, il y a une idée que ces altérations dues à la respiration, c'est-à-dire, au fond, cette fois, il ne s'agit pas de l'extérieur, la vie elle-même, de l'intérieur, provoque un certain nombre d'altérations qui vont, au fur et à mesure qu'on vit, précipiter le vieillissement. Et donc, ce qui a été fait récemment, c'est d'introduire dans l'ADN des mitochondries de souris une protéine, de changer une protéine, de changer un gène qui fait que lorsque les mitochondries se multiplient dans les cellules, et quand les cellules se divisent, eh bien, elles vont faire des erreurs plus nombreuses qu'elles ne le font habituellement. Et ceci conduit à une accélération du vieillissement. Donc il y a l'idée qu'un certain nombre de mécanismes peuvent conduire à ça. Alors une des expériences les plus spectaculaires est venue d'une expérience fortuite. En 1997, elle a été publiée il y a 8 ans, dans laquelle une équipe essayait d'insérer un gène dans les souris, faire une souris transgénique. Et puis quand ils ont inséré ce gène, ils se sont aperçus que leur souris était extrêmement bizarre. Ces souris vieillissaient à l'âge de 4 semaines, ce qui en âge humain correspondrait à la préadolescence, et elles mouraient extrêmement vite de vieillesse, avec toute une série de signes et d'altérations qui accompagnent, et de maladies qui accompagnent la vieillesse. Et ils se sont aperçus en fait que ce n'était pas le gène qu'ils avaient introduit, mais qu'en introduisant ce gène dans les cellules embryonnaires de souris, ils avaient en fait pris la place d'un gène en l'empêchant de fonctionner. Donc ils ont identifié ce gène, et puis ils ont dit, est-ce que si on le retire, on a le même effet? Et la réponse est oui. Et ils ont appelé ce gène Cloto, du nom de l'une des 3 parques, Cloto étant la parque qui tisse le fil de la vie. Vous savez qu'il y a une parque qui le file, une parque qui le tisse et une parque qui le coupe. Et donc Cloto est celle qui tisse. Et donc l'idée, c'est que quand Cloto n'est pas là, eh bien le vieillissement se produit extrêmement vite. Alors ce qui est intéressant, c'est que Cloto est un gène qui ne s'exprime, c'est-à-dire que les cellules n'utilisent pour fabriquer des outils que dans 2 organes chez la souris, le rein et le cerveau. Autrement dit, l'absence de capacité de fabriquer cet outil dans le rein et le cerveau entraîne un vieillissement qui, lui, est général, ce qui suggérait que cet outil était ou pouvait fonctionner comme une hormone, c'est-à-dire être libéré par ces cellules et avoir un effet dans l'ensemble de l'organisme. Maintenant, la deuxième démarche qui a été faite, ce n'est pas de se demander si lorsqu'un gène manque ou est muté, il va y avoir un vieillissement accéléré, c'est de se demander si on peut prolonger la vie au-delà de ce qu'on appelle la frontière naturelle de la longévité maximale, qui chez l'homme, actuellement, ou plutôt chez la femme, depuis Jeanne Calment, est de 122 ans. Pourquoi? Parce que d'abord, le fait d'avoir un vieillissement précoce ne préjuge pas obligatoirement du fait que cette maladie mime le vieillissement normal. Il peut s'agir d'une maladie qui s'accompagne des signes du vieillissement, mais ça ne veut pas dire qu'elle est en train tout simplement de montrer ce qui se passe en accéléré. Et donc la question est, si on enlève quelque chose, le vieillissement surviendra, plutôt ça suggère qu'il y a un protecteur, mais est-ce que si on rajoute des protecteurs ou qu'on enlève de putatifs exécuteurs, on aura l'effet inverse, c'est-à-dire la plasticité qui fait que dans une espèce, cette frontière apparemment immuable peut être déplacée. Et donc, ces expériences ont été faites au début chez des petits animaux. La première, je le disais il y a 12 ans, chez le petit ver Caenorhabditis elegans,
montrant qu'il suffisait d'atténuer un gène de telle manière que l'outil qu'il fabrique fonctionne de manière un peu moins forte pour que la longévité soit doublée. Chez la drosophile, chez la mouche du vinaigre, un gène a été identifié que les chercheurs ont appelé Methuselah, qui est le nom de Mathusalem, tout simplement parce qu'il avait un effet sur la longévité. Alors c'est intéressant dans le contexte que je vous disais sur cette théorie qu'un gène peut être utile tôt et dangereux tard. Ce gène, comme tous les gènes, existe en 2 exemplaires chez la mouche du vinaigre. Lorsqu'on enlève les 2 exemplaires de Mathusalem, l'embryon meurt avant la naissance. Donc ce gène est nécessaire pour que le corps de l'embryon se construise. C'est donc un gène bâtisseur. Si on enlève un gène sur 2, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on permet, c'est de fabriquer en gros la moitié des outils qu'on fabrique normalement, les mouches vivent 30% de temps plus longtemps et vieillissent 30% plus tard. Donc la durée de la jeunesse est prolongée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'un outil, un gène, qui est nécessaire, indispensable à la construction de l'embryon et de l'individu, est présent chez lui par hasard dans la quantité double de celle qui serait nécessaire pour à la fois construire un embryon, se reproduire et vivre jeune 30% de temps plus longtemps. Et en gros, ça veut dire que la nature, au cours de la reproduction, le compromis qui s'est établi et qui n'a été vérifié par aucun ingénieur, s'est établi en faveur de la construction de l'embryon et de la reproduction et en défaveur de la longévité. Et on peut imaginer que, en gros, avoir 2 fois plus de ce qui suffit pour se construire représente dans certaines circonstances un avantage, peut-être quand l'environnement est très défavorable, et avoir 2 fois trop de ce qui permettrait de vivre jeune 30% de temps en plus est totalement indifférent en ce qui concerne la transmission à travers la génération. D'où cette idée, là encore, qu'un même gène peut avoir des effets antagonistes au cours du temps. On ne sait pas aujourd'hui ce que ce gène permet de fabriquer, si ce n'est l'idée qu'il s'agit peut-être d'une hormone. Chez le petit ver transparent, les gènes qui ont été identifiés et qui permettent de prolonger donc la vie, la doubler, ont un effet sur les récepteurs qui répondent à l'insuline, à ce qui correspond à l'insuline chez ce petit ver, et à ce qu'on appelle l'insuline growth factor, c'est-à-dire un facteur de croissance qui ressemble à l'insuline et que nous avons nous aussi. Et donc, en fait, chez ce petit ver, la diminution de la capacité des cellules de répondre à l'insuline, et donc leur métabolisme du sucre, joue un rôle dans la longévité. Vous voyez qu'il y a un rapport avec des hormones, parce que l'insuline est une hormone. Des expériences montrent qu'il s'agit de phénomènes mosaïques, c'est-à-dire qu'il suffit que quelques cellules dans le corps, dans l'intestin ou dans le cerveau et cette modification de comportement pour que l'ensemble de l'animal ait la capacité de vivre plus longtemps. Donc ce n'est pas chaque cellule qui doit se comporter d'une manière, mais il y a des relais. Et on revient à cette idée que le vieillissement est à la fois un phénomène global, qui est régulé de manière globale au niveau du corps, mais qui comporte des composantes locales qui peuvent se mettre en route, se déclencher de manière coordonnée ou de manière non coordonnée. Alors ce rapport avec l'insuline a été retrouvé par la suite chez la mouche du vinaigre et beaucoup plus récemment chez la souris. Et donc, en gros, dans ces 3 espèces très différentes, le fait que le corps réponde moins bien à l'insuline, moins puissamment, et à un facteur apparenté à l'insuline, se traduit en termes de longévité, avec, suivant les espèces, un coût en termes de fécondité ou une absence de coût en termes de fécondité. D'où l'idée là qu'on est devant des équivalents d'exécuteurs qui jouent un rôle favorable au début de la vie et qui jouent un rôle défavorable au fur et à mesure que la reproduction a eu lieu. Chez ce petit ver, si on enlève les 2 exemplaires du gène, on obtient la même chose, mais sous une forme différente, que chez la mouche du vinaigre, c'est-à-dire que l'embryon cesse de se développer. Il ne meurt pas, il cesse de se développer. Il adopte en fait une situation qui existe au niveau physiologique,
mais qui là dépend de l'environnement, et qui est ce qu'on appelle une diapause, c'est-à-dire un arrêt d'activité. Vous savez que certaines bactéries, certains organismes unicellulaires ont la capacité, quand l'environnement devient défavorable, de se transformer en ce qu'on appelle des spores, c'est-à-dire des cellules qui n'ont quasiment plus d'activité métabolique, mais qui sont résistantes à l'environnement et qui peuvent durer pendant très longtemps pour les spores bactériennes, peut-être des dizaines de milliers ou des centaines de milliers ou des millions d'années. Et quand l'environnement redevient favorable, eh bien, elles recommencent leur vie sous forme de cellules. Ce qui se passe chez ce petit animal, chez ce petit ver, Caenorhabditis elegans, est du même ordre. Lorsque l'environnement ne contient pas assez de nourriture, ou qu'il y a trop de voisins, ce qui revient au même, beaucoup de voisins veut dire moins à manger, eh bien, ces voisins vont émettre des phéromones, et en fonction de la concentration de ces phéromones, des larves qui sont à un stade particulier de développement ne vont pas continuer à se développer, mais vont s'arrêter, et donc vivent dans une espèce d'état d'hibernation. Et elles font ça en bloquant ces récepteurs impliqués dans la transmission du signal à l'insuline. Lorsque les conditions redeviennent favorables, elles reprennent leur vie normale, ça peut durer des mois, et puis quand elles recommencent, elles vivront 2 semaines comme leurs congénères normaux, elles vieilliront et elles mourront. Mais elles peuvent reposer comme ça de manière intermédiaire. Vous savez que ça existe aussi chez les embryons. Vous avez des animaux qui, parce que les périodes, l'environnement dans lequel ils vivent font que la naissance se produirait en plein hiver, à la montagne par exemple, chez certains apparentés à des chamois, vous allez avoir en fait une fécondation qui a lieu au même moment que pour les animaux qui habitent dans des régions tempérées, et puis à un moment du développement embryonnaire, le développement va stopper, et pendant 2 mois, l'embryon va rester un peu comme une spore ou comme une larve de Caenorhabditis elegans, et puis ça va reprendre et il naîtra, non pas au milieu de la neige, mais au printemps. Donc cette capacité d'interrompre l'activité métabolique est une capacité qui est très répandue dans le monde vivant. Ces larves de Caenorhabditis elegans ont été appelées larves Dauer, Dauer voulant dire en allemand qui dure, donc elles durent. Lorsqu'on enlève les 2 gènes correspondants, l'animal se développe, quel que soit l'environnement, s'arrête à ce stade et ne repart jamais. Et donc, évidemment, enlever les 2 gènes comme il repart jamais, il ne se reproduit jamais, et donc il n'y a pas de transmission à la descendance de cette absence de gènes. Par contre, lorsque des mutants font que ces gènes ont un effet moins fort, l'animal se développe, devient un adulte, et parce que vraisemblablement son métabolisme énergétique a changé, il va vivre 2 fois plus longtemps. Et donc, on a cette fois une relation, non pas avec la réparation de l'ADN, non pas avec la capacité d'éliminer les produits toxiques dérivés de la respiration cellulaire par des enzymes, mais un rapport avec la manière dont le corps utilise l'énergie, et en particulier le sucre qu'il ingère. Ces phénomènes, donc, comme je vous le disais, sont très conservés, et donc la même chose est vraie chez la drosophile et chez la souris. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces phénomènes qui touchent le vieillissement, comme je vous le disais, sont à la fois locaux pour partie et généraux. Vous savez qu'une des grandes questions qui n'est toujours pas résolue de manière claire, c'est de savoir si la ménopause, par exemple, se déclenche à cause de raisons et de facteurs locaux ou à cause d'une régulation générale qui exerce en particulier certains centres cérébraux. Et ça n'est pas évident parce que les deux semblent coexister et peut-être s'amplifier. Et donc, il y a dans le vieillissement des aspects qu'on peut comprendre et étudier au niveau local et même au niveau cellulaire. Des travaux très récents montrent que la raison pour laquelle les cheveux blanchissent est que les cellules qui fabriquent les pigments de cheveux meurent, s'autodétruisent, que si on surexprime des gènes qui empêchent cette autodestruction, eh bien ces phénomènes chez l'animal ne se produisent pas. Et donc vous avez en fait un phénomène local qui peut-être est régulé par des phénomènes plus généraux, c'est-à-dire des échanges d'hormones, qui fait que la cellule disparaissant, eh bien la coloration du cheveu cesse. Inversement, vous avez des travaux récents et très mystérieux dans leur explication qui viennent d'être faits et qui reprennent d'ailleurs de vieilles idées, mais cette fois validées scientifiquement de manière extrêmement claire, et qui sont les suivantes. Vous prenez des souris vieilles et jeunes dans la même espèce, génétiquement identiques, et vous perfusez les souris vieilles avec du sérum
la partie du sang qui ne contient pas de cellules, qui provient des cellules des souris génétiquement identiques jeunes. Et à ce moment, les cellules souches, c'est-à-dire les cellules capables de renouveler un certain nombre de populations cellulaires, qui sont dans un état proche de la sénescence, c'est-à-dire incapables, sont des mots en termes de biologie cellulaire, incapables de produire de nouvelles cellules, commencent à changer les gènes qu'elles expriment et semblent capables de redémarrer une production. En gros, ça voudrait dire qu'il y a circulant chez un animal jeune quelque chose qui contribue au fait que ces cellules souches se divisent et que le manque de production de ce quelque chose qui circule participe du fait que les cellules souches d'un animal plus vieux ne peuvent pas le faire. Ce qui est intéressant, c'est que l'expérience inverse a été faite dans le même travail, c'est-à-dire que si on perfuse l'animal jeune avec du sérum de l'animal vieux, eh bien ces cellules souches diminuent, expriment des gènes qui ressemblent aux gènes qui expriment les cellules souches de l'animal vieux et semblent diminuer leur capacité. Donc non seulement un corps jeune sécrète ce qui favorise la fécondité de ces cellules souches, mais un corps plus vieux sécrète ce qui défavorise la fécondité de ces cellules souches. Et vous voyez donc qu'il y a une interaction avec sans doute des boucles d'amplification positive et des boucles d'amplification négative qui font qu'on peut interpréter toute une série de phénomènes liés au vieillissement comme des phénomènes locaux, aléatoires, stochastiques, et comme des phénomènes qui s'intègrent dans une régulation globale. L'idée étant que certains phénomènes locaux, stochastiques, qui se déclencheront à tel moment chez telle personne ou à tel endroit, vont avoir une influence sur la manière dont les interactions moléculaires globales vont se passer, et inversement. Alors, un mot peut-être sur ce qu'on entend par compromis et conflit entre reproduction et réparation et longévité d'un corps. Il y a des expériences très subtiles chez le petit ver Caenorhabditis elegans qui ont mis en évidence ce type de problème, et qui est le suivant. Si on enlève les organes sexuels de Caenorhabditis elegans quand il est jeune, ça ne change strictement rien à sa longévité. Si par contre on enlève ces cellules germinales, c'est-à-dire les spermatozoïdes ou les ovules, sans toucher aux organes sexuels, l'animal vit 2 fois plus longtemps. Et donc l'interprétation est la suivante: les cellules germinales produisent des molécules qui vont accélérer le vieillissement du corps, et les cellules qu'on appelle somatiques, qui entourent ces spermatozoïdes et ces ovules et qui constituent les organes génitaux, produisent des molécules qui contrebalancent pour partie, mais pas suffisamment, l'effet d'accélération du vieillissement. Autrement dit, qu'on enlève ce qui accélère et ce qui retarde, on ne change rien. Mais si on enlève simplement ce qui accélère, eh bien on a un gain de longévité. Ces mécanismes semblent passer pour partie par ces mécanismes d'utilisation énergétique liés à l'insuline, mais pas totalement, parce que chez les animaux chez lesquels on enlève les cellules germinales et chez lesquels les gènes sont atténués pour le métabolisme énergétique, la longévité, qui est le record dans toutes les expériences animales qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui, est multipliée par 6. C'est-à-dire que l'animal vit 6 fois plus longtemps et devient vieux 6 fois plus tard qu'un animal normal. Donc vous voyez qu'il y a cette idée qu'au fond, parmi les mécanismes qui nous font vieillir, bien que le couplage ne soit pas obligatoire, il y a en gros, non pas si on se place d'un point de vue explicatif de l'évolution, ceux qui nous permettent d'avoir des descendants, parce que ça c'est le futur, mais ceux qui ont permis à nos ancêtres d'avoir des descendants et de nous faire naître. Et donc, d'une certaine façon, les mécanismes qui déterminent notre longévité sont pour partie le résultat de compromis qui, dans les corps de nos ancêtres, ont déterminé la capacité d'avoir suffisamment de descendants pour que nous soyons arrivés ici. Pour revenir au comportement, toujours chez Caenorhabditis elegans, qui est un très beau modèle, et qui, par l'intermédiaire des chercheurs qui ont travaillé sur lui, comme vous le savez sans doute, en 2002, a reçu le prix Nobel de physiologie et de médecine, pour la compréhension qui touche au phénomène de développement embryonnaire et à la régulation génétique des phénomènes de mort cellulaire programmée. Donc cet animal, il y a des mutants faciles à obtenir dans lesquels les neurones, les cellules nerveuses qui sentent l'environnement sont modifiées, soit qu'elles agissent plus, soit moins. Et pour certaines de ces modifications dont le résultat est qu'elles agissent moins, en gros l'animal est un peu moins sensible à certains des stimuli, eh bien la longévité est augmentée. En d'autres termes,
qu'il s'agisse d'une modification de la manière d'utiliser des ressources énergétiques, qu'il s'agisse d'une modification de la capacité à interagir avec l'environnement, et donc sans doute, là aussi, à utiliser ou puiser ces ressources énergétiques, et qu'il s'agisse de compromis entre la capacité de l'individu à se reproduire et à vivre, on retrouve ce tissu d'intrication qui va déterminer la longévité. Le point essentiel dans toutes ces expériences qui sont relativement récentes, c'est l'extraordinaire degré de plasticité de ce qu'on croyait être une frontière absolument infranchissable, qui est la longévité, non pas moyenne, mais maximale d'une espèce. La deuxième, c'est l'idée que bien qu'il n'y ait pas eu vraisemblablement de sélection, comme le pensait Medawar, au cours de l'évolution du vieillissement, il y a eu sélection d'outils et de gènes qui jouent un rôle essentiel dans la capacité des animaux, et sans doute des plantes, à se construire et se reproduire. Et comme la longévité est étroitement liée à ces modalités de construction et de reproduction, il y a eu sélection d'outils communs dont la modulation permet de changer cette espérance de vie. Ça donne une explication assez claire à ce qui était pour l'instant assez confus, qui est qu'au fond, ce sont des modules, ce sont des mécanismes qui favorisent l'évolution. C'est-à-dire que s'il suffit de changer légèrement l'activité d'un gène en l'augmentant ou la diminuant pour que la longévité change, eh bien on a pu rapidement, au cours de l'évolution des espèces, voir apparaître des espèces qui, bien que proches, ont des longévités très différentes, à condition que leur environnement leur permettait d'exprimer cette propriété. Et au lieu de penser que chaque espèce a trouvé par hasard, a puisé dans ces gènes ceux qui permettaient de vivre plus longtemps, l'idée, exactement comme pour les gènes homéoboîtes qui permettent de construire les plans du corps, les segments, les membres, il y a des changements petits qui peuvent avoir des effets importants, explique à la fois le caractère arbitraire de ces équilibres et le fait qu'il y ait pu avoir évolution extrêmement fréquente des durées de longévité. Alors évidemment, d'un point de vue, cette fois médical ou d'un point de vue de l'intérêt de la vie humaine, cela suggère, bien que pour l'instant il n'y a aucune preuve, qu'il pourrait y avoir la même plasticité dans la longévité humaine. Nous le savons malheureusement en ce qui concerne l'apparition de vieillissement précoce et accéléré, mais nous ne le savons pas en ce qui concerne la fait de pouvoir vivre plus jeune, plus longtemps. Alors un mot peut-être sur l'origine du vieillissement, parce que depuis August Weismann, cette idée a été très prégnante, en gros que le vieillissement des corps est un prix payé par la nature à l'évolution de la complexité sous forme de l'apparition des premiers corps multicellulaires, faits de cellules qui sont condamnées à vivre ensemble, et dans lesquels la séparation entre les cellules germinales et les cellules somatiques a conduit à la disparition irréversible de ce corps. En d'autres termes, nous avons une vision qui ressemble un peu à ces idées concernant le jardin d'Éden. Au début, la vie était potentiellement immortelle et dotée potentiellement d'une éternelle jeunesse. Elle ne pouvait disparaître qu'en raison des agressions de l'environnement. Et puis, comme prix payé pour le jardin d'Éden, c'est la connaissance du bien et du mal. Ici, c'est la complexité et l'émergence des corps multicellulaires. Nous avons hérité du vieillissement et de la mort obligatoire. Cette idée que je pourrais développer, que la mort est quelque chose, quand elle est liée au fonctionnement même de l'individu et qu'elle n'est pas infligée du dehors, qui est tellement bizarre et contre-intuitif que ça a dû être la rançon ou le prix de quelque chose qui est très bénéfique et qui est très compliqué. Alors on sait aujourd'hui que c'est inexact, c'est-à-dire que en fait, les organismes unicellulaires, en tout cas pour certains d'entre eux, ne sont pas des organismes éternellement jeunes et potentiellement immortels. Et les premiers résultats qui ont mis ça en évidence ont été obtenus chez la levure du boulanger, Saccharomyces, dans lequel, en fait, l'avantage pour quelqu'un qui se pose cette question, c'est que la cellule, lorsqu'elle se divise, puisque c'est comme ça qu'on appelle la reproduction cellulaire, eh bien, la cellule mère donne naissance à une cellule fille qui est plus petite que la mère dont elle est en train de naître. En plus, lorsque la fille se sépare de la mère, ça fait une petite cicatrice, ce qui fait qu'on peut compter en gros combien la mère a eu d'enfants. Si elle a 3 cicatrices, elle a fait 3 cellules filles. Si elle en a 5, elle en a fait 5. Et donc, ce qui est apparu, mais auquel très peu d'attention a été portée, puisque c'est apparu pour la première fois, ça a été décrit il y a une vingtaine d'années, c'est qu'une cellule de levure, suivant l'espèce, va avoir 12, 20, 25 cellules filles, puis elle va devenir stérile, puis elle va mourir. Et donc, dans un organisme unicellulaire apparu il y a plus de 1 milliard d'années, les phénomènes d'apparente éternelle jeunesse de la colonie dans son ensemble sont exactement les mêmes que dans une population animale ou humaine, où l'apparente
persistante des individus est due au renouvellement de populations qui sont éphémères. Et donc, chez la levure, comme dans toutes les espèces animales et espèces de plantes, l'arbre généalogique est semé de mort. Il n'y a pas de levure qui soit ici aujourd'hui, qui était là il y a un siècle ou il y a 1 milliard d'années. Et donc, il y a cette idée que le vieillissement est quelque chose de sans doute très ancien. Plus récemment, chez les bactéries, qui là encore se divisent de manière asymétrique, où on peut essayer de distinguer la cellule mère de la cellule enfant, les mêmes phénomènes de vieillissement ont été observés. Et un des problèmes est sans doute de trouver les moyens, au fond, de mettre en évidence des asymétries, là où nous ne voyons que des doubles. On dit se divise, se dédouble, alors qu'on a en fait des phénomènes dans lesquels une cellule fabrique une autre cellule. Et des résultats très récents publiés cette année suggèrent qu'à un degré moindre, même chez une bactérie, j'allais dire aussi banale que Escherichia coli, la bactérie majeure de nos intestins, les cellules vieillissent et meurent après avoir donné naissance à des cellules filles. Alors ce qui est intéressant dans la levure, parce que ça a été étudié, c'est que la raison pour laquelle, puisqu'on parle de pourquoi au sens de pour quelle raison, comment, les cellules mères vieillissent, c'est qu'elles ne répartissent pas les mêmes éléments dans leurs cellules filles et dans les leurs. C'est-à-dire qu'elles ne donnent pas la moitié de ce qu'elles ont aux cellules filles. Et en particulier, elles gardent en elles ce qui provoque la stérilité et la mort. Et donc, plus une cellule mère de levure a de petits, et plus elle accumule en elle ce qu'elle ne donne pas aux petits, qui sont des produits, pour certains des formes d'ADN, pour d'autres des protéines qui se sont altérées, qui n'ont pas pu être réparées, qui s'accumulent. Et donc, d'une certaine façon, dans cette brisure de symétrie, vous voyez que plus elle vieillit, et plus elle reste capable de fabriquer quelque chose qui, à mon sens, est le mystère moléculaire majeur de la biologie, beaucoup plus que le vieillissement, qui est la jeunesse. Un des mystères majeurs de la biologie, c'est comment, étant tous héritiers d'une généalogie cellulaire, où des cellules passent comme un relais depuis 4 milliards d'années, le vivant soit capable, à chaque génération, de donner naissance à un enfant qui soit cellule ou individu, qui est aussi jeune que l'était le premier ancêtre qui est apparu. En gros, pour dire les choses de manière simple, une cellule de levure qui naît aujourd'hui est constituée et née d'une très vieille cellule de levure, et elle est aussi jeune que la première qui est apparue. Et donc, cette capacité de fabriquer de la jeunesse, c'est-à-dire de l'espérance de vie, de la longévité et de la fertilité égale aux parents, est quelque chose dont l'asymétrie d'enfantement de la levure nous donne une indication. Au fond, c'est à mesure qu'elle vieillit précocement et prématurément qu'elle continue à donner naissance à des cellules qui sont initialement aussi jeunes et fécondes qu'elles l'étaient au début. Et donc, si vous voulez, cette rupture de symétrie fait qu'on peut voir en partie, et en particulier au niveau de sa naissance, avant tous les raffinements qui sont peut-être apparus au cours de l'évolution, le vieillissement comme le résultat d'une brisure de symétrie qui a été un des phénomènes qui, par hasard, a permis l'émergence et la propagation de ce phénomène qui est la jeunesse. Vous savez que les phénomènes de brisure de symétrie sont considérés comme jouant un rôle extrêmement important dans la complexité. Ce n'est pas les doubles qui font de la complexité, c'est les différences et les associations. Ici, on a une différence qui est temporelle. Ce n'est pas dans l'espace, c'est temporel. Et donc, en gros, en revenant à ce que je vous disais tout à l'heure, une cellule mère vieillit par des mécanismes qui ont permis à sa mère de lui donner naissance jeune. Et donc, je crois qu'on ne peut pas dissocier, même si les détours et les chemins sont complexes, ces phénomènes qui, d'une certaine façon, entraînent un vieillissement et une mort prématurée, des phénomènes qui expliquent tout simplement la persistance du vivant. Ça ne veut pas dire que ça donne des questions intéressantes. Est-ce que c'est altruiste ou égoïste? Vous savez que c'est des questions que les biologistes adorent. Est-ce que la cellule mère garde en elle ce qui la rend vieille, stérile et qui la tue pour permettre à sa cellule fille d'être jeune, ou est-ce que la cellule fille empêche la mère de lui donner ce qui permettrait à la mère de rester plus jeune? La question n'a pas vraiment de sens. Encore une fois, elle nous ramène à notre intentionnalité et à notre façon de voir le monde. Ce qui se passe, c'est que vous avez en gros deux possibilités. Une cellule peut diviser en deux les constituants qu'elle a, et à ce moment, elle donne naissance à une cellule aussi jeune, mais aussi vieille qu'elle-même.
Et lorsque ces expériences ont été faites récemment, vous vous apercevez que la population est beaucoup plus fragile parce qu'elle est faite en fait d'individus beaucoup moins féconds et beaucoup plus proches de la mort. Où vous pouvez par hasard avoir un mécanisme asymétrique, où soit la cellule fille, soit la cellule mère, peu importe, va garder quelque chose qu'elle n'a pas pu réparer et qui va empêcher la cellule fille de mourir. Et cette asymétrie est sans doute un des moyens qu'a trouvé par hasard le vivant et qui a été propagé, les phénomènes symétriques étant sans doute non propagés, tout simplement parce qu'ils se prêtent peu à la propagation. Donc je crois que la question est, il y a un rapport avec la reproduction, il y a un rapport avec la construction d'un corps nouveau, mais ce rapport résulte de la manière dont les choses se sont construites depuis très longtemps et rien a priori n'empêche de le modifier. Encore une fois, il ne résulte pas d'un projet, il ne résulte pas de la vérification que c'était quelque chose de particulièrement souhaitable. Un mot sur la longévité humaine. Comme je vous le disais tout à l'heure, on ne sait pas si la longévité humaine et la jeunesse humaine est prolongeable. Encore qu'un certain nombre d'indications suggèrent que nous sommes plus jeunes aujourd'hui à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans que ne l'étaient nos parents il y a quelques dizaines d'années au même âge. Et donc il est possible que, suivant ce qu'on appelle la jeunesse, les capacités fonctionnelles, la capacité de résister aux agressions de l'environnement ou de développer des maladies et notre capacité à les traiter fait que l'âge de certaines étapes du vieillissement sont repoussées. Est-ce qu'on peut prolonger cette frontière naturelle maximale? Il y a une petite restriction que je voudrais qui est rarement mentionnée, que je voudrais mentionner. Toutes les expériences extraordinaires dont je vous ai parlé se passent avec des animaux de laboratoire, étant donné que le seul moyen de savoir l'effet de l'environnement ou l'effet d'un gène est d'avoir des individus génétiquement identiques. Et donc ce ne sont pas des expériences qui sont faites, pour la quasi-totalité d'entre elles, avec des animaux sauvages, en gros, qui vivent dans leur environnement naturel. Et donc on pourrait imaginer, ça a été très peu étudié, que le fait de vivre dans des conditions qui sont anormales. Une condition de laboratoire, c'est anormal, même si on donne un environnement qui est soi-disant très bon, mais dont la quantité de nourriture en particulier qu'on donne n'est pas particulièrement idéale. Eh bien, on pourrait imaginer que ces animaux vivent peut-être moins bien et vieillissent peut-être plus vite que leurs congénères dans la vraie vie, dans le vrai monde. Et qu'auquel cas, lorsqu'on augmente leur durée de vie maximale, on ne fait que leur permettre de rejoindre dans un environnement qui ne les détruit pas la longévité maximale des animaux qui, eux, meurent plus tôt, mais qui pourraient en fait avoir cette même durée de vie si leur environnement est défavorable. Donc des études commencent maintenant pour voir si les modifications qui modifient la longévité d'animaux de laboratoire sont capables de modifier la longévité d'animaux qui vivent dans le monde. Et c'est vrai que si nous posons cette question, nous ne sommes pas pour l'instant, en tout cas, des individus génétiquement identiques, clonés et élevés en laboratoire de manière identique, même si nos conditions de vie sont sans doute devenues de plus en plus artificielles au cours du temps. Alors, la durée de vie moyenne augmente. Plein d'exemples. Une femme de 65 ans au Japon a aujourd'hui 50 fois plus de chances d'atteindre l'âge de 80 ans qu'il y a 50 ans. Pendant un siècle, jusqu'en 1950, la longévité moyenne humaine augmentait, parce qu'on compte la mort à n'importe quel âge, par la prévention de la mortalité chez l'enfant et chez le petit enfant. Et puis à partir de 1950, la longévité moyenne augmente non plus seulement parce qu'on a prévenu la mort chez les enfants, mais parce que la longévité augmente chez des personnes de 50 ans, de 60 ans, de 70 ans. C'est-à-dire que l'espérance de vie à un âge adulte va augmenter. Et donc, l'idée d'une limite qui a souvent été évoquée par des épidémiologistes est une idée qui ne semble pas, en ce qui concerne la longévité moyenne, réelle chez l'homme, puisque ça bouge. L'idée d'une limite infranchissable de 120 ans est pour l'instant une question. Je voudrais terminer par quelques aspects. Qualité de vie ou durée de vie. Tous les débats sur les modifications de la longévité doivent s'intégrer dans ce qui devient une demande de plus en plus croissante, même dans des maladies graves, même dans des maladies mortelles, qui est de primer la qualité de la vie qu'on peut avoir par rapport à la durée que la médecine peut donner. Et donc lorsqu'il s'agit de longévité et de vieillissement, je pense que la réflexion sur la qualité versus la durée est une réflexion extrêmement importante et troublante par bien des aspects. La deuxième, c'est que demande-t-on à la médecine? Vous savez qu'une des causes majeures de vieillissement prématuré et d'apparition des maladies du vieillissement, cardiovasculaires, cancer,
c'est notre mode de vie. Fumer, boire, manger des graisses saturées, ne pas faire d'exercice, est la cause majeure. Et ce que nous allons demander, un peu comme on commence à assister au niveau de l'obésité, à la médecine de réparer des dégâts que nous nous infligeons, qui conduisent à notre vieillissement prématuré, même si la durée moyenne s'allonge, c'est-à-dire, où est-ce que nous allons changer de mode de vie? C'est-à-dire, est-ce que nous allons demander à la médecine de nous faire vivre plus longtemps bien, ou est-ce que nous allons considérer que c'est un choix de société? C'est une question qui n'est pas anodine et qui tient à qu'attendons-nous et que demandons-nous à la médecine. La deuxième, c'est une question qui surgit dans beaucoup de circonstances, neurosciences et d'autres, qui est médecine ou amélioration? Quand est-ce qu'une intervention devient un traitement d'une souffrance et donc rentre dans le domaine de la médecine, et quand est-ce qu'elle est de l'ordre de l'amélioration? Exemple, la chirurgie esthétique. Dans certains cas, devant des dégâts qu'on a subis ou certains accidents de la nature, la chirurgie esthétique répond aux impératifs de la médecine. Dans d'autres cas, c'est beaucoup plus difficile à dire parce que la souffrance causée par le fait de se considérer comme non suffisamment beau est quelque chose qui est aux frontières de la médecine et de l'amélioration. Prolonger la vie au-delà de ce que nous considérons comme étant la longévité maximale normale, est-ce du domaine de l'amélioration ou est-ce du domaine de la médecine? C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce qu'à partir du moment où il apparaît que ce que nous considérons comme inévitable ne l'est plus, est-ce que cela devient source de souffrance? Et donc, est-ce que cela rentre dans le domaine de la médecine? L'inévitable dépend de ce qu'on est capable de faire, hein, et nous avions pendant longtemps cette idée d'inévitable. Un point qui me paraît non anodin, c'est le problème de l'âge chronologique. Nous vivons dans une société qui dit que la retraite, c'est-à-dire la cessation des activités physiques ou intellectuelles, dépend d'un âge chronologique. Or, tout ce que nous montre la biologie, c'est que l'âge chronologique, en soi, n'a pas une grande importance. La manière dont l'individu interagit avec son environnement, son histoire particulière, fait qu'il a l'âge, au niveau du vieillissement, qui ne correspond pas, en tout cas individuellement, à l'âge. Donc, cette idée qu'il y a un âge à partir duquel les activités doivent radicalement changer est une idée qui est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de travaux suggèrent que se sentir vieux accélère le vieillissement. Alors chez la souris, ça prend d'autres formes, c'est-à-dire que quand on permet à des souris d'avoir des activités physiques et intellectuelles, c'est-à-dire de vivre dans un monde où elles peuvent courir dans des roues et où il y a des tas d'objets autour, donc elles sont stimulées, eh bien non seulement ça retarde significativement le développement de chorée de Huntington ou de maladies d'Alzheimer qui sont obtenues par des manipulations génétiques chez ces souris. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne diminue pas les lésions, ça diminue la manifestation de la maladie et la date de la mort. Autrement dit, la lésion progresse, mais la capacité de l'animal à résister à ces lésions en conservant un mode de vie normal et en survivant est améliorée. Des travaux très récents qui ont été publiés ce mois-ci suggère que ce type d'exercice permet l'amélioration cognitive de fonctions de mémorisation chez des souris vieilles, c'est-à-dire âgées de 1 an et demi à 2 ans, et qu'elle permet aux neurones dans une région dans laquelle ces neurones sont capables de se régénérer et qui sont liés à la mémoire, de se régénérer comme chez des souris jeunes. Donc, sur certains critères, une souris active qui est âgée se comporte comme une souris jeune. Et donc, même si on pense en termes de retraite, non pas comme en termes de changement d'activité, mais en termes d'une certaine façon de cessation d'activité, ça peut avoir des conséquences qui ne sont pas anodines, si tant est que le bon sens nous suggère que ce qui est vrai dans certains modèles animaux est sans doute pour partie vrai pour nous. Donc je crois que là aussi, il y a une réflexion. Nous nous interrogeons souvent sur ce que serait une société où les gens vivent de plus en plus longtemps, mais la question de savoir comment ils devraient vivre et de quelle manière est aussi importante. Le dernier point, pour terminer, c'est que quand on parle de vieillissement et de longévité, on parle d'espérance de vie, on parle de durée de vie, et on parle de nos pays industrialisés. Dans l'immense majorité des pays du monde, la cause de la mort n'est pas le vieillissement, mais les maladies infectieuses, le sida, le paludisme, la tuberculose, les massacres et les guerres. Et donc, il est intéressant, lorsque nous parlons de durée de vie humaine ou d'espérance de vie humaine, d'être sûr ou de se poser la question de qui on parle. C'est-à-dire, quand on parle d'espérance de vie humaine, de quels êtres humains parlons-nous? Et est-ce que nous ne devons pas faire en sorte qu'il n'y ait pas une dissociation
frappante, scandaleuse, hein, entre le souci que nous avons, qui est tout à fait légitime et noble, de prolonger la durée et la qualité de notre vie, et ce que nous faisons pour permettre à d'autres d'atteindre des conditions qui sont pour l'instant éloignées de celles auxquelles nous parvenons. Merci beaucoup.